Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier, bien que cela fasse sourire dédaigneusement tous ceux qui méprisent les travailleurs du rang. Et c'est le cas de tous les grands candidats qui font semblant de traiter de la même façon, le temps d'une élection, un chômeur et un milliardaire comme Bouygues pour s'aplatir ensuite devant le second et envoyer les CRS contre le premier. L'égalité par le bulletin de vote est une tromperie. Oui, que nous soyons ouvriers, employés, techniciens, en activité, réduits au chômage et retraités, nous avons tous un point commun, celui d'être des travailleurs. Et les autres, ceux qui ne tiennent leur fortune que de notre travail, parce qu'ils appartiennent au patronat, au monde de la finance, à la bourgeoisie, ont des intérêts diamétralement opposés aux nôtres. Dans le camp des travailleurs, il y a aussi nombre d'artisans, de petits commerçants, de petits paysans qui ne vivent eux aussi que de leur travail, qui sont tout aussi exploités par les banques, les circuits de distribution, par le capital, même s'ils ne l'admettent pas toujours. Oui, il y a deux camps dans cette société. Et moi, je m'adresse au camp des travailleurs parce que c'est mon camp. Je m'adresse à vous, simplement, parce que je suis l'une d'entre vous, parce que je suis une salariée et que je partage vos problèmes, vos angoisses devant les fins de mois difficiles, vos inquiétudes pour l'avenir. Pour nous, les travailleurs, il n'y a rien à attendre de ces élections présidentielles. Rien. L'homme qui s'installera à l'Élysée, quel qu'il soit, n'est pas de notre monde. Ce qu'il sait de nos problèmes, il est obligé de l'apprendre dans des dossiers que lui préparent des gens payés pour cela. Le chômage, pour lui, ce sont des chiffres. Pour vous, pour moi, c'est un père, un frère, une amie qui désespère et s'enferme lentement dans la gêne. Les salaires, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir, les hommes qui nous gouvernent? Ils ne comptent pas comme nous. Vous croyez qu'ils ont essayé de vivre, eux, avec moins de 4 000 francs par mois et même avec 6 000 ou 8 000 francs? Non, bien sûr. Et leurs hommes politiques et leurs économistes ont le culot de nous dire qu'il faudrait que les patrons puissent embaucher n'importe quel chômeur pour 3 000 ou peut-être 2 000 francs par mois, comme avec les TUC et les SIVP. Dans cette élection, les jeux sont déjà pratiquement faits. Nous ne savons peut-être pas lequel de Mitterrand, Chirac ou Barre sera finalement élu, mais nous savons déjà que ce sera l'un des trois. Et ne nous faisons pas d'illusions, celui-là fera la même politique que les deux autres, une politique en faveur de la bourgeoisie, une politique contre les travailleurs. On dit de moi, dans la presse, que je dis toujours cela, toujours la même chose. Eh bien, figurez-vous que j'en suis fier. Et il faut croire que certains journalistes préfèrent les hommes politiques qui sont capables de changer de langage, de renier leurs promesses, de retourner leur veste. Et de cela, il n'en manque pas. Que de promesses n'avons-nous pas entendues de Barre ou de Chirac? Mais les deux ont pourtant déjà été chefs du gouvernement pendant des années, de 74 à 76 et de 86 à aujourd'hui pour Chirac, de 76 à 81 pour Barre. Pourquoi n'ont-ils pas fait alors ce qu'ils promettent aujourd'hui? Et Mitterrand? Oui, c'est vrai, je vous disais déjà en 1974 que les travailleurs n'avaient rien à attendre de lui s'il arrivait un jour au pouvoir. Je le redisais en 1981 et je le redis aujourd'hui où il déclare qu'il est prêt à choisir un gouvernement appuyé sur une partie des députés de l'actuelle majorité de droite. Et pour nous, les travailleurs, rien ne va changer. Ce que promet Mitterrand, c'est la paix sociale pour le patronat. Il se présente comme l'homme politique le plus apte à convaincre les travailleurs de rester tranquille. Et il dit à la grande bourgeoisie que cela vaut bien d'accepter un petit impôt sur la fortune, car ce serait un petit impôt à titre d'assurance contre la colère des travailleurs et des chômeurs. Mitterrand dit en substance à la bourgeoisie, à son camp à lui, qu'il est le seul des trois pour lequel les travailleurs vont voter, même s'il ne leur promet rien. C'est pourquoi nous ne devons pas approuver à l'avance une politique qui se fera de toute façon contre nous, que ce soit Barre, Chirac ou Mitterrand qui la mène. Nous devons dire que le monde du travail en a assez des promesses non tenues, assez du chômage, de la baisse des salaires et des soupes populaires. Nous devons distinguer nos voix de ceux qui sont dans l'autre camp. Et si je vous propose de le dire, en votant pour ma candidature, ce n'est pas pour m'élire, ni pour me procurer un quelconque strapontin dans un ministère même de gauche, mais pour compter tous ceux qui sont dans le camp des travailleurs. Servez-vous de mon nom pour le faire, car c'est le seul vote qui ne sera pas ambigu. Et si je vous dis votez Arlette Laguiller, c'est pour vous dire votez pour le camp des travailleurs, votez pour la politique des travailleurs. J'ai été présenté ces derniers jours comme un candidat surprise. Et pourtant,
Depuis le 15 novembre 1987, j'ai été désigné comme candidat par le 2e congrès national du MPPT, Mouvement pour un parti des travailleurs, candidat aux élections présidentielles. Et depuis cette date, boycott total, censure totale dans les médias nationaux. En voici la preuve. La Joigny, 3h59. La Guillet, 30 minutes 55. Juquin, 30 minutes 36. Boussel, 45 secondes. Le MPPT a été constitué en 1985 par la confluence de militants d'origines diverses. Militants venant du Parti socialiste, du Parti communiste français, militants laïcs, travailleurs jeunes, syndicalistes et des militants de la 4e internationale dont je fais partie. La particularité du MPPT est celle-ci. Nous avons appelé à voter Mitterrand contre Giscard, représentant de la droite capitaliste. Nous avons appelé à voter en 1981 pour une majorité du Parti socialiste et du Parti communiste français à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, c'était l'époque où l'actuel président de la République préconisait la rupture avec le capitaliste. C'était l'époque où l'actuel président de la République prononçait un discours à long oui en octobre 1980 où il assurait les sidérurgistes qu'il n'y aurait plus licenciement dans la sidérurgie. Qu'avons-nous vu? 2 ans après, la majorité des députés du Parti socialiste et du Parti communiste français à l'Assemblée nationale votaient le plan de 30 000 licenciements de sidérurgistes en Lorraine. La désertification de la Lorraine se poursuivait. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu en 1982 le plan Delors qui a été imposé par le gouvernement Mitterrand, Mauroy-Fitterman. Et ce plan a eu des conséquences très graves, mais il marquait essentiellement la rupture, non pas avec le capitalisme, mais avec les engagements pris. Qu'en est-il advenu? Retour de la droite au gouvernement et bien des choses. Je ne prendrai qu'un exemple. Le problème de la protection sociale. Dans un récent sondage, 94% des Français considèrent que c'est le problème essentiel. Savez-vous, 1% d'augmentation des salaires représente 7 milliards dans les caisses de la sécurité sociale. Depuis 1983, il y a eu perte du pouvoir d'achat de 10%. Le simple rattrapage du pouvoir d'achat signifierait 70 milliards dans les caisses de la sécurité sociale et l'on évalue le déficit à 25 milliards. On nous dira, ce n'est pas réaliste. Mais est-ce réaliste d'avoir versé des milliards, des dizaines de milliards aux grandes sociétés au titre des nationalisations, puis ensuite de nouveaux milliards et milliards dans les cadeaux de la privatisation? Ces sommes étaient prétendument pour investir dans l'économie, alors que nous le savons, vous le savez, elles ont été investies dans la spéculation avec les conséquences que nous connaissons. Aucun travailleur ne peut voter pour messieurs Chirac, Barre ou Le Pen, bien que je ne donne pas un signe égal à ces hommes politiques. Mais il y a l'abstentionnisme ouvrier populaire. Ces abstentions qui datent maintenant depuis 1982. Ces chômeurs en fin de droit. Les TUC à 1250 francs par mois, plus 500 francs éventuellement. Ils s'abstiendront. Il y aura ceux qui diront il ne faut pas les laisser passer les autres. Ils voteront. Nous leur disons restez unis. André Lajoigny, un homme politique différent, partout, à l'écoute des gens.
de ceux qui sont mécontents, de ceux qui luttent. Les gens, il est parmi eux dans cette cité de la Courneuve où il habite, comme à Saint-Pourçain dont il est député. Avec les 605 000 communistes qui l'ont désigné comme candidat, il croit en la justice, il a confiance en l'action des hommes et des femmes de ce pays. Secrétaire du comité central du Parti communiste français, il participe à la direction collective de ce parti. Il est également président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. À la spéculation financière. Il défend avec passion et énergie les idées dont il est porteur. Son programme, de justice, de liberté et de paix. André Lajoigny, ces images que nous venons de voir montrent très brièvement, certes, mais elles montrent que vous avez rencontré des dizaines de milliers de gens depuis le début de la campagne. En 3 mots, quel est le sentiment que vous inspire cette expérience? Je crois que ce qui domine chez les gens, c'est qu'ils n'en peuvent plus du chômage qui monte, qu'ils n'en peuvent plus des difficultés à boucler les fins de mois et de l'angoisse qui les étreint sur l'avenir des jeunes, alors que l'argent coule à flot chez les privilégiés. Oui, mais si j'écoute les autres candidats, ils disent tous, grosso modo, qu'on ne peut rien faire à cela. Ce n'est pas vrai, car ça ne va pas mal pour tout le monde, car en même temps où il y a toutes ces injustices, jamais les plus riches n'ont autant gaspillé d'argent, jamais il y a eu autant de spéculation financière qui brade le patrimoine de la France. Mais alors, quel est le sens général de vos propositions? Est-ce que vous pouvez prendre 2 ou 3 exemples? Eh bien, ce qu'il faut, c'est prendre le contre-pied de cette politique qui a fait faillite. C'est-à-dire qu'au lieu de gaspiller l'argent dans ces placements financiers, il faut augmenter les salaires, les revenus des petits et moyens paysans, fixer le SMIC à 6 000 francs par mois. Et savez-vous qu'un quart seulement des profits suffirait pour cela, alors que les profits ont doublé. Au lieu de casser nos entreprises, mettre 1 million d'hectares de terre en friche, il faut produire français, créer de vrais emplois. Au lieu de condamner les jeunes à l'échec scolaire massif, il faut rénover l'école. Je suis le seul candidat à proposer que dès cette année, on prenne 40 milliards de francs sur le budget du surarmement pour rénover l'école, car je pense qu'au moment où les autres désarment, la France n'a pas à surarmer. Mais si c'était si simple, on se demande alors pourquoi les autres forces politiques et les autres candidats ne proposeraient pas cela et surtout ne le feraient pas. Oh, pour une raison évidente, c'est que de telles mesures heurtent de puissants intérêts qui tiennent le haut du pavé. Et pour les faire appliquer, il faut avoir du courage politique et la volonté de le faire, et c'est ce que a le Parti communiste français. Alors, une question très directe, André Lajoigny. Est-ce que l'élection présidentielle peut changer quelque chose à cette situation en particulier, celle de ces gens dont on parlait tout à l'heure? Oui, si le Parti communiste augmente ses forces dans cette élection, s'il sort renforcé, eh bien les gens seront plus forts pour se faire entendre, plus forts pour se défendre, et plus forts pour exiger que ça change. Si des millions de voix disent « ça suffit, il faut changer », ça comptera. D'ailleurs, s'il n'en était pas ainsi, comment expliquer cet acharnement qui est mis à attaquer le Parti communiste et son candidat? Les électeurs de gauche ne souhaitent pas voir M. Barre ou M. Chirac s'installer à l'Élysée. Mais certains d'entre eux ne sont pas contents du tout de François Mitterrand. Alors qu'avez-vous à leur dire à cela? Bien, je leur dis, éliminer Chirac ou Barre, c'est l'affaire du 2e tour et vous pourrez le faire. Mais ce n'est qu'au 1er tour où vous pourrez dire non à la politique dont vous êtes les victimes et à sa poursuite que proposent tous les autres candidats. Ce n'est qu'au 1er tour où vous pourrez dire non aux alliances que projette François Mitterrand de faire avec la droite. Ce n'est qu'au 1er tour où vous pourrez dire oui à une véritable politique de gauche, et cela en votant Lajoigny le 24 avril. Ainsi, vous voterez suivant votre cœur. Vous mettrez votre bulletin de vote en accord avec vos aspirations. Et soyez sûrs que ça comptera, ça pèsera pour vous, pour l'avenir de vos enfants, pour le redressement de la France et pour l'avenir de notre pays. Pierre Juquin, vous avez souhaité qu'un journaliste vous interroge au cours de ces émissions de campagne. Je suis ce journaliste.
Je voudrais préciser toutefois que je ne vous connaissais pas hier, j'ai fait votre connaissance hier, que je n'ai jamais milité dans un parti politique et que je ne compte pas m'y mettre aujourd'hui. Ceci étant posé, je me demande, moi, connaissant un peu votre parcours, comme beaucoup, qui vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous êtes candidat. Je vous parle en homme libre. Vous savez, il est toujours et partout très difficile de conquérir et de garder sa liberté. À 23 ans, j'ai adhéré au Parti communiste français. Je voulais changer le monde. Le monde a beaucoup évolué. Je crois plus que jamais qu'il faut le changer. Mais j'ai constaté dans cet organisme, comme dans beaucoup d'autres, politiques ou non, que les choses, les structures se sont rouillées, se sont sclérosées, qu'il ne répond plus à son objet. Nous avons été nombreux à vouloir le changer. Nous avons échoué. Alors, avec des gens venus d'horizons très différents, j'essaye de faire quelque chose de neuf. Autrement dit, vous n'êtes plus communiste. Je ne suis plus membre du Parti communiste français, je reste très attaché à l'idéal de ma jeunesse. Mais enfin, quand même, nous avons besoin de repères, on veut savoir qui nous parle et d'où surtout il nous parle. Alors, où vous situez-vous? Ou si vous préférez, commençons par... Qui vous a donné les 500 signatures dont vous aviez besoin? Ce sont des maires, dont de nombreux communistes, souvent des maires de petites communes, des divers gauches, des démocrates, et je les remercie de l'avoir fait. Alors, où vous situez-vous dans l'échiquier politique? Je me situe à gauche, clairement, radicalement à gauche. Vous savez, dans la société française, mon parcours n'a rien d'exceptionnel. La société est pleine de gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de courage, qui voudraient se bouger pour que les choses bougent. Malheureusement, ils se heurtent un peu partout, dans l'économie, dans l'État, dans les institutions, dans les partis, dans les syndicats parfois, à des blocages. Ce que je voudrais, c'est qu'à gauche, nous soyons très nombreux à nous rassembler pour débloquer la société française et pour avancer vers la solution réelle des problèmes auxquels elle est confrontée. Quel problème? À votre avis, quel problème? Écoutez, si ma candidature n'existait pas, quand je vois la façon dont s'engage la campagne électorale, je pense qu'il faudrait l'inventer. Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Je vais en prendre 3 exemples, et 3 seulement, parce que nous reviendrons avec des témoignages, des arguments sur ces problèmes au cours des émissions suivantes. Premier exemple, je suis le seul candidat à défendre le droit de vote des immigrés à toutes les élections, en commençant par les élections municipales de 1989. Deuxième exemple, je suis le seul candidat à dire nettement, il faut mettre à plat toutes les questions de la défense nationale. Il faut renoncer au formidable gaspillage militaire et à la force de frappe nucléaire. Troisième exemple, peut-être le plus important. Je suis le seul candidat à dire nettement, il faut revoir la question du pouvoir économique. Une chape de plomb pèse sur des millions de gens, la classe ouvrière, les salariés de toutes catégories, qui voudraient décider, apporter leurs idées, dire ce qu'on produit et ce qu'on fait et ne le peuvent pas. Alors, fil de l'emploi, fil de la sécurité, enfin tous les grands thèmes. Tout au contraire. Si l'on avance vers l'égalité, si l'on met en œuvre toutes les capacités, tous les savoirs des hommes et des femmes, immigrés ou français qui composent la société, si l'on se dégage du gaspillage militaire, si l'on fait appel à l'initiative et à la responsabilité de tous les acteurs de l'économie, alors on va dynamiser la société et l'économie française et on va relever les défis du XXIe siècle. Bon, j'imagine que dans les émissions qui suivent, vous allez développer tout cela et sans doute arriverez-vous à convaincre un certain nombre d'électeurs. Néanmoins, une question subsiste, c'est pourquoi voter pour vous, puisque probablement, en tous les cas cette fois-ci, vous ne serez pas président? Plus j'aurai de voix au premier tour, et plus nous serons forts à gauche pour faire bouger la gauche, afin de faire bouger toute la société française. Les idées que je défends, les objectifs de gauche, les valeurs pour lesquelles je combats avec mes amis, ils ont déjà fait des progrès dans la société depuis quelques mois. Je vais prendre un seul exemple. D'ici la fin du septennat, et bien avant la fin du septennat, il faudra décider si, oui ou non, on construit une nouvelle tranche de centrale nucléaire. Pratiquement, personne n'en parle. Eh bien, cette idée, nous l'avons fait avancer, nous allons la faire avancer encore. Alors, rassemblons-nous le plus possible, le plus nombreux possible à gauche, et cette élection aura été très utile au premier tour pour la suite des événements. Bonjour.
c'est à chacun de vous que je m'adresse ce soir. J'ai la responsabilité, dans cette élection présidentielle, d'être le candidat de l'écologie auprès de vous. L'écologie, voyez-vous, c'est une chose simple. C'est le constat que nous sommes solidaires de toutes les espèces vivantes et de tous les peuples de cette planète verte et bleue qu'on appelle la Terre. Mais comment habitons-nous la Terre? Nous polluons l'eau, nous polluons l'air, nous polluons les sols. Et nous avons accumulé suffisamment pour faire sauter la planète 1000 fois. Or, si nos forêts meurent, si le chômage monte, c'est que nous faisons de mauvais choix sociaux, économiques, c'est-à-dire de mauvais choix politiques. Et c'est la raison pour laquelle l'écologie est fondamentalement politique, c'est-à-dire qu'elle exige que nous fassions des choix. Il faut choisir. Et ce sont précisément ces choix que j'entends vous présenter. L'Europe devient verte peu à peu. La Suisse, en 1979, puis l'Allemagne fédérale et la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, la Norvège, la Finlande et en 1987, l'Italie avec 13 députés. Dans notre pays aussi, les écologistes se sont réunis pour construire une force politique durable, indépendante de la droite et de la gauche. Antoine Wechter est le troisième candidat écologiste à une élection présidentielle en France. Souvenez-vous, en 1974, c'est René Dumont qui le premier introduisait l'écologie dans le débat électoral et en faisait un enjeu de société. Puis, en 1981, Brice Lalonde portait le message en affirmant que le pouvoir de vivre est plus important que le pouvoir d'achat. Plus d'1 million de personnes ont porté leur voix cette année-là sur le candidat vert. À la suite de René Dumont et de Brice Lalonde, Antoine Wechter vous permet de faire, le 24 avril prochain, le choix de la vie. À 39 ans, il est le plus jeune des candidats à cette élection. Docteur en biologie, il exerce la profession d'ingénieur écologue. Il est l'un des conseillers régionaux verts élus en 1986 et a été membre du Conseil économique et social d'Alsace pendant 6 ans. Engagé dans le combat écologique depuis l'âge de 16 ans, Antoine Wechter est un homme de terrain. Notre environnement se dégrade. La destruction de la couche d'ozone et l'explosion démographique mondiale menacent la survie de l'humanité. Et le chômage a été multiplié par 7 en 2 septennats. Est-ce que les autres candidats prennent en compte cette crise écologique et cette crise sociale? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui se sont succédés pendant 10 ans au pouvoir pour dépolluer les rivières, éviter que nos forêts ne meurent? Et ils n'ont pas réussi pour autant à éviter la montée du chômage. Voilà pourquoi un candidat écologiste est nécessaire dans cette élection présidentielle pour poser les véritables questions, les véritables enjeux qui concernent l'avenir de nos enfants. De la même manière, une force verte est nécessaire dans ce pays comme dans tous les autres pays d'Europe. Vous voulez un exemple? La voiture propre, elle devient une réalité aujourd'hui en Suisse et en Allemagne. L'essence sans plomb, elle coûte 6,50 francs en France, alors qu'elle est moins chère que l'essence ordinaire en Suisse et en Allemagne. Un autre exemple, on ne construit plus de centrales nucléaires aujourd'hui, ni en Italie, ni en Autriche, ni en Suisse, ni en Suède, et même plus en Allemagne. Eh bien, dans ces pays-là, ces pays que je viens de citer, il y a des écologistes dans chacun des parlements. Le 24 avril, c'est vous qui déciderez s'il doit y avoir dans ce pays une force politique verte efficace, car ne nous leurrons pas. Le résultat de l'élection présidentielle sera déterminant pour l'avenir d'une écologie indépendante de la droite et de la gauche. Mais je ne peux rien sans vous, ne l'oubliez pas.
Qu'attendez-vous, mes chers compatriotes, de celui que vous aurez élu dans moins d'un mois à la présidence de la République? D'abord, je le suppose, qu'il garde la France, qu'il la préserve de ses divisions, de ses déchirements, qu'il veille à son unité et qu'il sache la rassembler quand il le faut. Vous attendez de lui, du moins je le suppose encore, qu'il ait autorité pour fixer les grands choix de notre politique extérieure, de notre politique de défense, puisque, en fin de compte, c'est lui qui porte devant vous et devant notre histoire la responsabilité suprême du pays. Vous attendez de lui enfin qu'il détermine les objectifs, simples efforts que l'on attend. Le premier de ces objectifs, c'est l'Europe. Construire l'Europe. Je n'ai jamais cessé d'y croire, jamais cessé de le vouloir. C'est dans l'Europe et par l'Europe que nous projetterons dans l'avenir les valeurs de notre patrie. Le deuxième objectif, c'est la défense de la paix. Depuis quelques mois, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique se sont engagés dans la voie du désarmement nucléaire. Nous devons les aider et les encourager, sans renoncer, bien sûr, à garantir notre sécurité. Le troisième objectif de notre politique extérieure doit être d'entraîner les grandes puissances industrielles, celles qu'on appelle les pays riches, à réduire le fossé qui les sépare des pays pauvres. Et chez nous, qu'allons-nous faire, mes chers compatriotes? Il n'y a qu'un mot d'ordre. Moderniser nos entreprises pour rendre notre industrie et notre agriculture plus compétitives encore. Mais pour moderniser l'instrument, il faut former ceux qui s'en servent. Priorité donc à l'éducation nationale, à la formation professionnelle, à la recherche scientifique. Alors, par une politique intelligente d'investissement productif, nous créerons les emplois qui nous manquent. Nous en sommes capables, faisons-le. Mais il n'y aura de France unie, de France forte, de France en mouvement, que si en même temps nous luttons contre les injustices, si nous corrigeons les inégalités, si nous choisissons la solidarité. Défendons la sécurité sociale, développons la politique contractuelle et refusons les exclusions. Voilà ce que je vous propose, mes chers compatriotes, au nom de l'immense mouvement des forces de la jeunesse, des forces du travail et des forces de la création. À bientôt. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. La plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà. La télévision y contribue largement. Mais puisque je sollicite vos suffrages, puisque je vous demande votre confiance, je voudrais ce soir vous rappeler qui je suis, vous dire ce que j'ai fait et quel est le sens de mon engagement. Je suis un Français d'outre-mer. Je suis né il y a 64 ans à l'île de la Réunion, où ma famille s'était établie depuis plus d'un siècle. Je suis un universitaire. J'enseigne depuis 37 ans. J'ai rempli également des fonctions publiques. En 1967, le général de Gaulle m'a envoyé à Bruxelles occuper les fonctions de vice-président de la Commission des communautés européennes. J'y suis resté 5 ans. En 1976, en janvier 1976, je suis devenu ministre du Commerce extérieur. Puis en août 1976, le président Valéry Giscard d'Estaing m'a nommé Premier ministre, fonction que j'ai exercée jusqu'en mai 1980. L'expérience indispensable pour prétendre à la fonction présidentielle, je l'ai acquise au cours de ma carrière universitaire et dans les fonctions nationales et internationales que j'ai assumées. Je ne m'y suis jamais comporté en homme de parti.
Je suis un homme de mesure, de tolérance, d'ouverture. Je considère que la politique est un service où chacun doit donner le meilleur de lui-même au service de son pays. Un service qui ne doit être inspiré que par le seul souci de l'intérêt national. Quel est donc aujourd'hui le sens de ma candidature? Je veux m'opposer au déclin de la France, je veux rassembler les Français. Le déclin de la France, croyez-moi, nous en sommes menacés. La baisse de notre natalité, le vieillissement de notre population, notre recul par rapport aux autres pays en matière de production et de niveau de vie, le déficit de nos échanges extérieurs, la persistance du chômage, l'incapacité de la France depuis 1981 à créer des emplois, à l'inverse des autres pays européens, des États-Unis et du Japon, voilà les réalités que nous ne devons pas nous dissimuler. Ce déclin, nous devons l'éviter. Nous pouvons l'éviter. La France est un pays qui dispose d'un grand capital d'intelligence et d'innovation. La jeunesse française est ardente et généreuse. Il n'y a pas de raison que d'ici la fin de ce siècle, la France ne soit un pays prospère, solide, avec un haut niveau de salaire et d'emploi, avec une monnaie forte, comme l'Allemagne fédérale ou comme la Suisse. Pour éviter ce déclin, il faut que nous soyons unis. C'est la raison pour laquelle je veux rassembler les Français. Je leur propose une grande ambition, une France forte dans une confédération européenne puissante. J'entends leur proposer de réaliser ensemble un projet clair et cohérent au service de la France. Ce projet concerne l'éducation, la formation, la compétitivité de nos entreprises, l'emploi, la solidarité nationale, l'action impartiale de l'État au service de tous les citoyens. Ce projet, nous pouvons le réaliser si nous sommes unis. C'est pour atteindre ces objectifs que je m'oppose au système socialiste. Je suis convaincu que si la France revenait au système socialiste, elle serait menacée de stagnation et de médiocrité à un moment où il faut au contraire que nous mobilisions nos énergies et toutes nos ressources pour affronter le grand marché intérieur et entrer dans la compétition internationale avec succès. L'élection présidentielle comporte un grand enjeu. L'élection présidentielle offre aux Français un grand espoir. J'aurai l'occasion de vous parler dans les prochaines émissions des grands sujets sur lesquels nous devons concentrer nos efforts et vous dire les solutions qu'il est possible de leur apporter. Je m'adresserai à votre intelligence, à votre raison, à votre cœur, pour que vous puissiez, en toute connaissance de cause, faire le choix qui engagera l'avenir de la France. Mes chers compatriotes, le véritable enjeu de l'élection présidentielle, c'est le bien-être des Français, votre bien-être. Et la condition de ce bien-être, c'est la réussite et la grandeur de la France. Tout le monde vous parle de justice sociale, c'est bien. Mais pour réaliser la justice sociale, il faut que la France crée les richesses nécessaires. Et donc, gagne la bataille économique que j'ai engagée il y a 2 ans, et aussi que chaque Français ait sa juste part des fruits de la réussite. L'enjeu de l'élection présidentielle n'est pas de savoir qui va gagner, du peuple de gauche ou du peuple de droite. Il s'agit de choisir entre la France qui perd et la France qui gagne, pour tous les Français. De 1981 à 1986, sous l'empire des socialistes, notre pays a pris 5 ans de retard sur ses voisins et sur ses concurrents.
Ne vous y trompez pas. Le socialisme, aujourd'hui, même s'il ne veut plus dire son nom, même si son candidat déclare ne pas avoir de programme, n'en est pas pour autant moins dangereux. Depuis 2 ans, j'ai entrepris le redressement de la France et les premiers résultats sont là. Je crois à la sagesse de mes compatriotes. Ils savent juger sur les actes et ne se contentent pas de bonnes paroles. Pour que la France gagne, voici ce qu'il faut faire. Et si vous me faites confiance, je le ferai. Il faut achever de remettre l'État à sa vraie place, réduire les déficits et les endettements. Il faut donner plus de liberté et d'initiative aux citoyens et donner aux entreprises la possibilité de se développer pour investir et créer des emplois. Il faut maintenir la protection sociale et donner à tous, jeunes et moins jeunes, par l'éducation et par la formation, la première dignité de l'homme, avoir un travail. Il faut renforcer la politique familiale et donner enfin aux femmes la liberté d'élever leurs enfants et d'avoir une activité professionnelle. Il faut garantir la sécurité pour tous et ne pas transiger sur la défense de la France et sa place dans le monde. Il faut définir ensemble une politique de l'immigration qui respecte à la fois notre identité nationale et, bien entendu, les droits de l'homme. Quand on croit, comme je crois, au génie de la France, on ne peut pas accepter, et je n'accepte pas, qu'un Français, homme ou femme, reste sur le bord de la route parce qu'à 55 ans, il a perdu son emploi, parce qu'il est seul, ou âgé, ou handicapé. Il ne suffit pas que la collectivité se donne bonne conscience en distribuant seulement des allocations. Il faut aller au-devant de ceux qui ont besoin de nous et les aider à trouver ou à retrouver leur place, toute leur place dans notre société. Mais nous ne pourrons gagner ensemble que si la France retrouve son rang en Europe, car c'est là que se joue notre destin. Elle était la première il y a 20 ans, par son dynamisme. Elle peut le redevenir, et il le faut. Cela ne dépend que de vous et du choix que vous ferez le 24 avril et le 8 mai. Et de toutes mes forces et de tout mon cœur, je veux faire de la France, pour chacun d'entre nous, un pays plus fort, plus libre, plus juste, mieux rassemblé et plus fraternel. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dans quelques jours, vous allez accomplir un des actes les plus importants de votre vie. Vous allez devoir choisir le président de la République et à travers lui, la politique que la France va suivre pendant 7 ans et peut-être pendant beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que vous allez déterminer de façon responsable votre avenir, celui de vos enfants et celui du pays. Or, vous le sentez bien, dans cette fin de siècle très dangereuse, la France court de grands risques. Elle a été affaiblie par des décennies de laxisme moral et civique. Et le choix est clair. Est-ce que nous allons continuer à nous laisser glisser, comme nous l'avons fait dans les années dernières, sur la route du déclin et de la décadence, ou bien est-ce que nous allons réagir pour arracher la France à ce destin mauvais et en même temps construire l'Europe? Eh bien, c'est vous qui allez le dire. C'est vous qui avez le droit et le devoir de le dire. Mais avant de le faire, réfléchissez bien. Car nous sommes en temps électoral, et le temps électoral, vous le savez, c'est le temps des promesses. Et vous devrez toujours vous souvenir, comme l'a dit l'un des princes qui nous gouvernent,
les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. Posez-vous plutôt la question très importante. Comment ces hommes-là, Chirac, Barre, Mitterrand, qui ont gouverné le pays dans les 14 dernières années, comment pourraient-ils faire demain ce qu'ils n'ont ni voulu ni su faire hier? Car enfin, quel est le bilan qui nous est proposé aujourd'hui? Ou plutôt qu'il ne nous est pas proposé, parce que personne ne parle plus du passé. Tout le monde ne parle que de l'avenir, et tout le monde le décrit comme s'il était rose, ou devait être rose. Eh bien, réfléchissons ensemble. L'immigration. 6 millions d'immigrés dans notre pays. Le gouvernement ne sait pas à 1 million près combien il y en a, à cause des clandestins. Plusieurs centaines de milliers de chômeurs étrangers qui sont à la charge de la communauté nationale. 1 million d'enfants étrangers dans nos écoles. Et il faut tenir compte du fait que 100 000 d'entre eux deviennent automatiquement français tous les ans et qu'il en rentre officiellement 150 000 nouveaux au moins par an, sans parler des clandestins. L'insécurité. Est-ce qu'un pays est sûr quand il éclate des bombes dans certains de ses départements presque tous les jours et qu'un tueur a pu, pendant 3 ans, assassiner 21 vieilles dames? Il y a 2 fois plus de meurtres, 2 fois plus de viols, 3 fois plus d'attaques à main armée et 30 fois plus de trafic de drogue qu'il n'y en avait en 1974. La pression fiscale et sociale n'a pas cessé d'augmenter et les Français travaillent près de 5 jours sur 10, c'est-à-dire 1 jour sur 2 pour l'État. L'étatisme, d'ailleurs, n'a cessé d'augmenter. En matière de santé, la situation est gravissime par la drogue, 800 000 drogués, et l'extension fantastique du sida. Et le laxisme moral ne cesse que de progresser dans les revues aussi bien qu'à la télévision. Cela ne peut pas durer, car si cela durait, nous serions amenés sur la pente mortelle de la décadence définitive. Alors vous allez réagir, il faut réagir. Et vous pouvez le faire par votre bulletin de vote, car rien n'est joué encore. L'avenir est fait de la volonté de Dieu, mais il est fait aussi de la volonté des hommes et donc de la vôtre. C'est votre responsabilité. Et si vous le voulez, ensemble, nous pouvons reconstruire la France et construire l'Europe. Faire une France fraternelle, forte, une France française dont nos enfants pourront être fiers et qui assurera leur sécurité et leur bonheur.